Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par l'équipe Better. Mon nom est Anne-Sophie Brazo, je suis diététiste et chercheur à l'École de nutrition humaine à l'Université McGill. Je dirige le programme Better avec mon collègue Dr. Rabaza Loret. Et donc, c'est un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Et j'ai avec moi Maude Lafontaine-Hébert, qui est diététiste elle aussi. Elle travaille elle travaille à l'Institut, elle travaille à l'hôpital Montréal pour enfants. Elle a aussi une pratique privée. Elle a gradué de l'Université McGill il y a plusieurs années déjà. Elle est membre de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Et c'est un plaisir d'avoir Maude avec moi aujourd'hui parce qu'elle travaille de près avec des familles, elle cherche à accompagner des gens qui vivent avec le diabète de type 1, à développer une relation saine avec l'alimentation. Elle est confrontée à toutes les questions par rapport aux diètes faibles en glucides, aux diètes cétogènes. Elle travaille avec une clientèle aussi qui suit la diète cétogène dans un contexte médical autre que le diabète. Donc, elle a une expérience aussi avec ce type cette sous-catégorie de diète faible en glucides dont on va parler aussi aujourd'hui. Peut-être certains la connaissent aussi parce qu'elle a aussi une page Facebook professionnelle, Maude Lafontaine nutritionniste, où elle partage du contenu spécifique à la gestion de la nutrition et du diabète de type 1. Donc, ça se peut que vous la connaissiez déjà par les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'animer ce webinaire avec elle aujourd'hui. Avant qu'on débute, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, utilisez la fonction QNR. QNR, donc vous allez pouvoir écrire vos questions et nous allons pouvoir les lire et y répondre. Le webinaire est enregistré, comme vous le savez. Votre privilège en étant des gens qui ont décidé de se commettre et de donner un peu de votre temps à la recherche et d'avoir accès à ces webinaires live et de poser vos questions. Par contre, vous aurez aussi accès par la suite et d'autres personnes pourront avoir accès à l'enregistrement des webinaires. Donc, si ça vous va, sans plus tarder, nous pouvons débuter. Donc, aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est les diètes faibles en glucides et le diabète de type 1. Donc, Maude, c'est toi qui dois contrôler les diapos. Donc, comment on a prévu vous parler de ce sujet? On va commencer par certaines définitions parce qu'on considère qu'il y a probablement un peu de confusion. On n'est pas toujours sûr qu'est-ce qu'une diète faible en glucides, qu'est-ce qu'une diète cétogène, est-ce que c'est la même chose ou pas? Donc, on va parler un peu de définition. On va parler des mécanismes et de l'implication que ça peut avoir. On va parler d'exemples de repas pour essayer de rendre ces définitions plus concrètes. On va discuter des avantages, des inconvénients, de qu'est-ce que la science nous dit par rapport à ces diètes-là et par rapport au diabète de type 1. Et on va finir avec une petite conclusion pour un peu peut-être amener une réflexion par rapport à l'utilité ou votre utilisation de ces diètes-là pour votre propre condition. Donc, voilà le menu pour aujourd'hui. Donc, juste pour vous parler un peu, donc, comme vous savez, le registre Better a maintenant plus de 2000 personnes qui se sont enrôlées, qui ont commencé à nous faire part de leur expérience avec le diabète de type 1. Dans le registre, dans un des questionnaires, on pose une question par rapport au type de diète que les gens considèrent suivre. Donc, on leur demandait, par exemple, suivez-vous une diète faible en glucides, qu'on avait décrit avec moins de 100 grammes de glucides par jour. Donc, à peu près 6 des participants dans le troisième qui ont complété les 3 questionnaires initiaux de Better nous disent qu'ils suivent des diètes faibles en glucides et on a presque un autre 3 qui disent qu'ils suivent des diètes plutôt de type cétogène avec moins de 50 grammes de glucides par jour. Et aujourd'hui, parmi les gens qui ont répondu au sondage par rapport à la présentation, c'est à peu près le 2/3, donc 61 des gens qui pensent qu'il est recommandé de suivre une telle diète, donc une diète faible en glucides, si on vit avec le diabète de type 1. Donc, on voit que vous avez une ouverture par rapport aux différentes diètes qu'on pourrait suivre quand on vit avec le diabète de type 1. Et je pense qu'on aimerait, Maude et moi, débuter notre présentation en disant aujourd'hui qu'il n'y a pas de diète
spécifique pour le diabète de type 1. Il faut choisir une approche alimentaire qui est respectueuse de vos valeurs, de vos objectifs, de vos préférences. Il y a du choix et, et c'est vraiment un choix individuel. Et je pense que notre présentation aujourd'hui va dans ce sens-là. Donc, quand on veut changer notre alimentation parce qu'on a des croyances ou des désirs, je pense qu'une des choses qui est importante, c'est d'en parler avec un professionnel de la santé pour être sûr d'être bien accompagné dans ces changements d'alimentation-là. Super, mais je pense que là, c'était à moi. Donc, je vais enchaîner avec les définitions. Donc, premièrement, merci beaucoup. En fait, je voulais dire que je suis très honorée de pouvoir faire partie de cette présentation-là aujourd'hui avec Dr. Anne-Sophie Brazeau. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, la définition, donc c'est quoi exactement? Donc, qu'est-ce qu'une diète faible en glucides? En fait, comme son nom l'indique, naturellement, c'est une diète, c'est une façon de s'alimenter qui va contenir peu de glucides. Souvent, cette façon de s'alimenter-là peut contenir aussi plus de gras ou de lipides. En fait, c'est la même chose que les recommandations générales. On dit souvent qu'il existe deux principales diètes faibles en glucides. Bon, donc, en fait, il y a la diète, il y a ce qu'on considère des diètes faibles en glucides, mais il y a comme une sous-catégorie, en fait, de diètes qu'on va dire très faibles en glucides. Donc, encore, on va restreindre davantage des glucides à un point où on pourrait, en fait, produire des corps cétoniques et c'est donc ce qu'on appelle la diète cétogène. Les définitions exactes, par exemple, peuvent varier dans la littérature. Il n'y a pas encore de consensus, donc il n'y a pas un accord spécifique à savoir c'est quoi exactement la définition d'une diète faible en glucides ou très faible en glucides. Donc ça, c'est important à garder en tête tout le long de la présentation. Donc, en termes de... Pour vous donner une idée, en fait, de la répartition, la distribution des macronutriments. Donc, quand on parle de macronutriments, on parle de glucides, de protéines et de lipides ou les gras. En fait, ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une comparaison qu'on fait. Donc, à droite, on vous donne la distribution de ces macronutriments-là selon les recommandations générales. Donc, ce qu'on peut voir, c'est un peu comme une pyramide. On va donc, les recommandations sont de manger presque la moitié, en fait, de l'énergie qu'on a besoin dans une journée sous forme de glucides. Donc, c'est la majorité vraiment de notre alimentation va être basée sur des glucides. C'est la source, dans le fond, d'énergie directe pour le corps. Ensuite, on va chercher à peu près un 15 à 20 de cette énergie-là sous forme de protéines. Et on va chercher moins de 30 sous forme de lipides. Donc, ça, c'est les recommandations générales. Maintenant, quand on transpose ça à la diète cétogène, donc là, on parle de la diète techniquement la plus restrictive au niveau des glucides, bien, on peut voir en fait que les glucides ont vraiment une petite place. Et encore là, les pourcentages de l'énergie, c'est très variable parce que un individu peut facilement ou non rentrer en cétose. Donc, parfois, il faut ajuster les pourcentages pour favoriser la production de cétose. Donc, pour ça que les recommandations, les pourcentages sont assez variables. Mais ce qui est clair, en fait, c'est que la source de glucides est beaucoup plus faible. Donc, on voit ici entre 4 à 15 de l'énergie quotidienne qui vient des glucides. Entre 6 et 19 qui vient des protéines et entre 70 à 90 qui vient sous forme de lipides. Donc, on voit vraiment que c'est une alimentation qui est très riche en gras, en lipides, dans le but de favoriser les corps cétoniques. Donc, la diète faible en glucides, elle, donc on se rappelle, c'est la grande catégorie, bien, c'est un peu difficile de savoir exactement c'est quoi les pourcentages parce que c'est très variable selon la littérature. Certains disent que une diète faible en glucides, c'est dès que c'est en bas de 45 de l'énergie qui vient des glucides. Mais donc, ça se situe entre les deux. C'est ça qu'on pourrait vous dire. Ici, en fait, c'est pour vous montrer aussi une idée de, en termes, si on transposait ça à une assiette, de quoi ça a l'air. Donc, à droite, vous voyez un peu les proportions selon les recommandations, selon ce qu'on recommande de façon générale en termes de distribution des nutriments. Et à gauche, vous voyez la diète cétogène. Puis ce qui est particulier, c'est que, donc, vous voyez, il y a énormément de gras
Et aussi, vous pouvez voir que l'assiette, elle est beaucoup plus petite parce que ce qu'on observe aussi, c'est que comme les lipides ou les gras apportent beaucoup plus d'énergie par gramme comparativement aux glucides et aux protéines, bien souvent la diète cétogène le volume de l'aliment dans l'assiette va être beaucoup plus petit. Okay? Ça peut même, chez les enfants, par exemple, ça pourrait être jusqu'à 1/4 d'une assiette, du volume de l'assiette. Donc, c'est très, très petit parce que ça vient combler les besoins en énergie assez rapidement parce qu'on a beaucoup de gras. Encore une fois, la diète faible en glucides, c'est difficile de savoir exactement de quoi elle a l'air parce qu'elle se retrouve un peu entre les deux. Donc, la diète cétogène, selon, là, je vois comme pas le titre en haut, là, mais la diète cétogène, selon la définition médicale, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de cette diète cétogène-là, donc, c'est d'imiter, de recréer un peu le jeûne en privant le cerveau de glucose. Donc, de façon générale, le corps va fonctionner avec les glucides et va venir transformer ces glucides-là de l'alimentation sous forme de glucose, le sucre, dans le fond, qu'on retrouve dans le sang. Et ce sucre-là va aller nourrir certains organes, et certains organes, comme par exemple le cerveau ou les globules rouges, vont se nourrir que de glucose. Maintenant, ce qu'on veut faire avec la diète cétogène, donc, c'est qu'on veut favoriser cet état de jeûne pour créer cet état de cétose. Je vais expliquer un peu le mécanisme plus tard, mais le but, c'est vraiment de créer des cétoses. C'est bénéfique, en fait, selon ce qu'on a réalisé depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un bénéfice au niveau de l'épilepsie, donc spécifiquement ceux qui ne répondent pas à la médication antiépileptique, et aussi dans le cas de certaines maladies génétiques ou métaboliques, c'est recommandé d'utiliser la diète cétogène. Le but dans tout ça, c'est vraiment d'aider à diminuer la fréquence et la durée des crises d'épilepsie ou d'améliorer le développement neurocognitif ou le développement général d'un enfant, par exemple, qui a un problème génétique ou métabolique. C'est une diète qui va souvent être introduite à l'hôpital parce qu'on demande un suivi médical qui est très rigoureux. Parce que c'est ça. Donc, il y a des risques quand même associés à cette alimentation-là. Puis, on ajoute du gras à tous les repas et à toutes les collations. Donc, la mayonnaise, la crème, l'huile, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup parce qu'on veut vraiment favoriser cette production de cétone. Et la supplémentation en vitamines et en minéraux, elle est essentielle parce que ça demande de venir éliminer des groupes d'aliments qui peuvent amener des carences. Donc, ça, c'est un critère à la base lorsqu'on fait la diète cétogène dans un contexte médical, par exemple avec l'épilepsie. Il faut absolument une adhérence à cette prise de médicaments-là, de suppléments, sinon c'est une contre-indication pour la démarrer. La diète cétogène, en fait, c'est souvent un contexte, c'est un principe d'un ratio. Donc là, c'est un petit peu mélangeant parce qu'en diabète, on parle aussi beaucoup de ratio insuline-glucide. Donc, ce n'est pas la même chose. On parle vraiment de ratio gras selon les protéines et les glucides. Donc, un ratio entre le gras et les protéines et les glucides. Donc, par exemple, on va viser donc une alimentation où il y a ce ratio-là, ça peut être 3:1, 4:1, 2:1. En gros, ce que ça veut dire, c'est que dans l'assiette ou dans la collation, dans le fond, pour chaque, ici dans mon exemple de 3:1, pour chaque 3 grammes de gras, dans le fond, qui va être consommé, on doit le combiner à 1 gramme de protéines et de glucides ensemble pour favoriser la production de casse cétonique. Donc, c'est vraiment là, la combinaison de protéines et glucides en fonction de la quantité de gras consommée. Donc, pourquoi est-ce qu'on vient un peu réduire aussi la quantité de protéines? C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les glucides se transforment en glucose, mais les protéines également peuvent se transformer, ça prend un petit peu plus de temps, mais vont se transformer également aussi en glucose. Donc, dans la diète cétogène, on va vouloir réduire techniquement dans la définition médicale, là, on va vouloir réduire aussi la consommation de protéines pour éviter cette production de glucose-là par les protéines. Je pense que c'est important aussi de parler de ce qu'on appelle la diète cétogène, mais plus la définition populaire, parce que je crois que c'est souvent le terme qui va être utilisé pour parler justement peut-être des fois d'une alimentation qui est faible en glucides. Donc, parfois les gens me disent qu'ils mangent keto, ils mangent une diète cétogène, mais parfois quand on prend le temps d'évaluer, finalement, ça semble plus à être une diète faible en glucides. Les produits souvent qui vont être dits comme étant keto,
Les produits commerciaux, par exemple, vont souvent être très riches en protéines. Donc là, ce qu'on vient de comprendre, c'est que les protéines, techniquement, si on en mange beaucoup, bien, on peut aussi favoriser une production de glucose. Donc, souvent, ces produits-là sont très riches en protéines ou plus riches en protéines que ce qu'on voudrait si on veut vraiment favoriser l'acétose. Et ils sont souvent pas assez riches en gras. Parce que vous pouvez voir, là, c'était vraiment une grande proportion des calories qui viennent du gras. Donc, ce ratio-là entre les protéines et les glucides et les gras va souvent être insuffisant pour favoriser la production de corps cétonique. Mais il y a moins de risques de carence alimentaire. Donc, si l'objectif étant de venir aider au niveau de la glycémie, ou peu importe l'objectif derrière ça, s'il est atteint sans aller vers la production de corps cétonique, bien à ce moment-là, c'est bien, il y a moins de risques justement au niveau des carences alimentaires, puis c'est une alimentation qui va être souvent plus flexible parce qu'on va se permettre peut-être une plus grande variété alimentaire. Au niveau des mécanismes, dans le fond, comment ça fonctionne? Bien, comme j'ai dit un peu, première étape, c'est de recréer un peu l'état de jeûne. Fait qu'on va vouloir réduire la consommation de glucides pour venir épuiser les réserves en glycogène, hein, c'est-à-dire les réserves de glucides qui sont dans le corps, donc que ce soit dans le foie ou dans les muscles. Donc, on vient arrêter la consommation de glucides pour épuiser ces réserves-là et empêcher le renouvellement de ces réserves-là. Ensuite, on va faire une lipolyse ou dans le fond, la fonte des graisses. Donc, on va prendre les gras et on va les dégrader pour fournir de l'énergie. Donc, on va les séparer. Donc, comme vous voyez ici, les triglycérides vont se séparer. Et la troisième étape, c'est de faire une cétogénèse, donc la formation de corps cétonique. Donc, il va y avoir une transformation des acides gras en corps cétonique par le foie. Donc, ici, les acides gras qui sont libérés, on va les transformer en corps cétonique. Et donc, ces corps cétoniques-là vont être utilisés comme source d'énergie par le cerveau. Donc, pour évaluer le risque de prévenir la cétocétose diabétique, on recommande aux personnes vivant avec la diabète de type 1 de mesurer les corps cétoniques, que ce soit dans le sang ou dans l'urine, lorsque la glycémie est élevée. Donc, les corps cétoniques dits de jeûne, techniquement, ce n'est pas dangereux tant qu'il y a de l'insuline dans le corps en quantité suffisante. Quand, par exemple, il y a des corps cétoniques et que la glycémie est élevée, c'est là, par exemple, qu'il peut y avoir un danger d'acétocétose. Mais techniquement, si on a des corps cétoniques mais que la glycémie est normale ou basse, ce danger-là va être réduit. Donc, le danger d'acétocétose va être réduit techniquement s'il y a de l'insuline suffisante en circulation. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est difficile. L'équipe médicale, ça va être quand même difficile des fois d'évaluer s'il y a présence d'acétocétose ou non. Donc, c'est sûr que c'est un des défis que représente l'alimentation cétogène chez les gens qui ont diabète de type 1. Exemple de repas, donc rapidement, juste pour vous dire, ce qu'on va consommer beaucoup, c'est les huiles et les matières grasses. Donc là, par exemple, si je pense à la diète cétogène médicale, on va vraiment beaucoup mettre l'emphase sur ce groupe d'aliments-là. On va aussi inclure des légumes, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même des glucides qui viennent des légumes. Puis quand on parle de la diète médicale, on calcule chaque gramme de glucides. Et les protéines. Mais encore là, il ne faut pas en avoir en trop grande quantité parce que ça va transformer en glucose. Et naturellement, on peut inclure aussi noix, graines, les beurres de noix, etc. C'est vraiment la catégorie de féculents, tout ce qui est source de glucides, on va les éliminer. Et ce que ça veut dire, donc, c'est qu'il y a un risque quand même de déficience possible, de carence. Donc, par exemple, vitamine B, C et D, la bêta-carotène, le calcium, le phosphore, les antioxydants, les fibres et certains petits oligo-éléments. Donc, ça veut dire que c'est des nutriments qu'on a besoin en petite quantité dans le corps, mais quand on en manque, ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc, il y a quand même un risque de carence. Donc, rapidement, quoi ça peut avoir l'air? Ça, c'est des exemples de repas, je vous dirais, peut-être plus populaires, parce que là, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de protéines aussi. Donc, des omelettes, du jambon, du fromage. Donc, oui, il y a du gras, mais il y a quand même aussi beaucoup de protéines là-dedans. On va éviter naturellement les féculents. Lorsqu'on prend des produits laitiers, on va aussi faire attention pour ne pas avoir trop de sources de glucides. Dans la diète cétogène, souvent, c'est de la crème mélangée avec de l'eau. Donc, voilà.
Et par exemple, si dîner-souper, ben là, des galettes de chou-fleur, on va aller chercher donc des légumes, du cheddar, des œufs. On veut rajouter souvent du gras. Donc, il va souvent y avoir aussi des cuillères à soupe de gras, de mayonnaise, pour favoriser vraiment la consommation de gras. Je pense que oui, je pense qu'on peut continuer. Je peux continuer un peu. On va parler des avantages et des inconvénients. Puis je pense que ce qu'on a voulu montrer depuis le début, c'est il existe probablement plusieurs définitions. On parle probablement pas tous le même langage quand on parle de diète faible en glucides, de diète cétogène. Là, on est allé un peu expliquer un petit peu plus c'était quoi la diète cétogène parce qu'on souvent, il y a une certaine confusion. Puis nous, ce qu'on entend, c'est qu'on dit je fais du low carb, je fais du keto. Qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce que les professionnels de la santé pensent que vous faites réellement quand vous dites que vous faites une diète cétogène? Et là, je ne dis pas vous en particulier, mais je parle bien de la population en général. Puis entre le textbook médical et la diète un peu plus populaire, il y a parfois une certaine différence. Et la difficulté aussi avec les définitions que Maude parlait, on les retrouve dans la littérature scientifique. Donc, c'est un peu la même chose, comme il n'y a pas une définition concrète, précise de ce qu'est-ce qu'une diète low carb. Quand on regarde la littérature, des fois, il faut vraiment aller voir comment ils décrivent le type de diète qu'ils ont offert aux participants, parce que sinon, on ne sait pas exactement qu'est-ce que les gens ont réellement suivi quand on parle juste d'une diète cétogène ou d'une diète low carb. Donc, si on parle un peu des avantages, des inconvénients, si tu peux me mettre une des choses avec la diète cétogène. Donc, quand on essaye de limiter énormément le nombre de glucides pour amener cet état de cétose, il y a des symptômes un peu de type grippaux qui peuvent apparaître, qui sont liés en fait à cette production de corps cétonique. Donc, des symptômes qui ressemblent un peu à ceux de la grippe, des maux de tête, des crampes musculaires, des nausées, vomissements, on ne se sent pas bien. C'est généralement transitoire, mais ça peut venir aussi avec de l'irritabilité, un peu de vertige. Une des choses qu'il faut aussi mettre en compte, c'est que si jamais vous décidez de suivre une diète, ben, je vous conseille de monitorer votre glycémie parce que ça pourrait masquer soit des hypoglycémies ou des hyperglycémies juste par les symptômes, en fait, de votre corps qui s'en va en cétose. C'est généralement transitoire. Et donc, si les gens passent outre ça, ils peuvent poursuivre la diète sans nécessairement avoir ces symptômes grippaux-là. Par contre, il y a d'autres inconvénients ou effets secondaires qui peuvent aussi arriver avec cette diète-là, dû à la restriction. Et si tu vas à la prochaine diapo, Maude, il y a la restriction de limiter les fruits, les légumes. Ça peut aussi amener une diminution des apports en fibres. Et donc, il y a souvent des problèmes au niveau gastro-intestinaux, des problèmes de constipation. Les corps cétoniques amènent aussi une haleine fruitée, un peu comme quand on est en hyperglycémie ou quand on est quand quelqu'un prend de l'alcool, la même odeur haleine fruitée peut être là aussi, peut être désagréable chez certaines personnes. Donc, ça, c'est comme des risques plus modérés, si on veut. La littérature et l'expérience qu'on a avec la diète cétogène dans un contexte médical nous a aussi montré qu'il peut y avoir des risques à plus long terme sur la santé au niveau de la santé osseuse, le risque de peut-être avoir plus de néphrolithiase, donc de pierre au rein. Il y a même eu des risques associés à la diète de risque de cardiomyopathie. Donc, il peut y avoir des risques pour la santé. C'est pour ça que quand quelqu'un décide d'aller dans une diète aussi restrictive qui peut avoir un peu plus d'impact au niveau du métabolisme, on suggère qu'il soit accompagné. Je peux aller pour la prochaine diapo. En 2018, on a fait une étude, en fait, dans mon groupe où on est allé questionner l'expérience de gens qui vivent avec le diabète de type 1 et 2 et qui avaient décidé de choisir la diète cétogène comme un mode d'alimentation. Et on leur a demandé un peu leur expérience. Puis en gros, cette diapo-là vous montre un peu ils voyaient beaucoup de bénéfices à être sur des diètes très restrictives en glucides parce qu'ils ont noté des améliorations au niveau de leur glycémie, ils ont noté des améliorations au niveau de la perte de poids, une réduction des besoins en médication, en insuline. Il y avait des effets secondaires de ressentir plus d'énergie qu'ils n'avaient pas nécessairement anticipé au départ. Et un des commentaires positifs qu'ils voyaient,
en particulier chez des gens qui avaient dit avoir fait d'autres diètes dans le passé, peut-être pour la perte de poids, c'est que c'était une diète, étant donné le niveau de gras plus élevé, qui réduisait la sensation de faim entre les repas. Donc, la diète très faible en glucides, cétogène, a été associée à un sentiment de satiété plus grand, une moindre faim. Donc, pour les patients, c'était des points positifs qu'ils voyaient comme qui allaient les renforcer à essayer de rester sur ce type de diète-là. Mais d'un autre côté, ils nous ont aussi dit que c'était pas nécessairement facile à suivre. Il y avait, oui, ces symptômes de grippe au départ qui étaient très inconfortables. Ils ont aussi parlé que la préparation des repas, toute la socialisation autour des repas était un peu plus difficile quand ils allaient avec ce type de diète-là. Et ils ont aussi parlé de la difficulté de communiquer avec leur équipe de soins, de dire qu'ils suivaient ce type de diète-là parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas une réceptivité très grande de la part de leur équipe de soins. Donc, parfois, ils aimaient mieux cacher le fait qu'ils suivaient une diète cétogène à leur équipe médicale. Donc, il y avait comme des pour et des contre. Et ça, c'est juste pour vous parler un peu de l'expérience des patients. Et si on regarde qu'est-ce que la science nous dit par rapport à ça, il y a très peu d'études, en fait, dans le diabète de type 1 sur les diètes faibles en glucides et les diètes cétogènes. Et il y a deux types d'études. Des études observationnelles où on évalue des aspects cliniques chez des gens qui ont choisi eux-mêmes de suivre une diète faible en glucides ou cétogène. Et on a quelques essais cliniques où on a mis les gens sur la diète et on a regardé l'impact que ça avait. Donc, ici, dans cette diapo-là, ce que je vous présente, en fait, c'est des résultats d'études de gens qui ont choisi d'être soit sur une diète faible en glucides, donc moins de 30 de l'énergie, à peu près 100-130 grammes de glucides par jour. Et donc, c'est une étude qui date de 2012, mais qui est encore tout à fait pertinente, où il y avait 48 adultes qui avaient suivi un cours pour apprendre à réduire les glucides dans leur alimentation et ajuster leur insuline. Et en gros, ce qui montrait, c'est qu'après 3 mois d'avoir une alimentation un peu plus faible en glucides, il y avait une belle amélioration de leur glycémie en moyenne qui était passée de 7,6 à 6,3. Et quand ils ont fait un suivi 4 ans plus tard chez ce même groupe de patients-là, ils ont vu que l'amélioration était restée, mais elle était un peu moindre. Par rapport aux diètes très faibles en glucides, donc cétogènes, il y a aussi deux études d'observation donc une première chez à peu près un peu plus de 300 enfants et adultes qui ont choisi d'avoir une alimentation à peu près à 20 grammes de glucides nets par jour et qui rapportaient en moyenne une hémoglobine glyquée à 5,7 après avoir suivi cette diète-là pendant un peu plus de 2 ans. Donc, c'était un groupe c'était du recrutement via un réseau, un groupe sur des réseaux sociaux, en fait, qui s'entraidait à essayer de maintenir cette diète cétogène-là. Il y a eu une autre étude qui a été faite aussi, mais ça, c'est un vraiment plus petit groupe. L'étude, oui, on ne la voit pas tout à fait très bien, mais l'étude de Krebs qui a mesuré, en fait, chez des gens qui suivaient une diète cétogène depuis un peu plus d'1 an. Ils ont mis un lecteur de glycémie en continu, ils ont fait des prises de sang et ce qu'ils ont montré, c'était des gens qui avaient un assez bon, même très bon contrôle glycémique avec 5,3 d'hémoglobine glyquée et un temps dans la cible de près de 75 avec le lecteur de glycémie en continu. Donc, les gens qui choisissent de faire cette diète-là, on a noté en fait des améliorations ou un très bon contrôle. On ne peut pas nécessairement dire des améliorations parce qu'on n'a pas eu le avant-après pour tout le monde, mais on a noté des bons contrôles glycémiques. Tu peux aller pour la prochaine. Quand on essaye de regarder des essais randomisés contrôlés, donc des essais cliniques où on a randomiser les gens à une diète ou à une autre, ou qu'on leur a fait faire une diète pendant un certain temps, et ça, ce sera un chassé croisé, ensuite on leur fait faire une autre diète. On a des plus petits groupes de patients. Donc, on a un essai randomisé contrôlé chez 10 individus qui avait été randomisé à une diète faible en glucides, donc à peu près 100 grammes de glucides par jour, versus une diète standard à 250 sur 12 semaines, donc à peu près 3 mois. Et donc, c'est 5 participants dans chaque groupe. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une amélioration de l'hémoglobine glyquée, mais qui était non statistiquement significative. C'est peut-être
peut-être qu'on n'a pas atteint le degré de significativité statistique à cause du petit échantillon. Ici, on parle encore de 5 personnes dans chaque groupe. Mais en gros, ce que cette étude-là a montré, c'était que les gens sur la diète faible en glucides avaient une réduction de leurs besoins d'insuline d'environ 30 %. Et par rapport à la diète très faible en glucides, donc la prochaine diapo, il y a eu aussi une étude qui a montré, là, c'était une étude en chassé-croisé. Donc, les mêmes 10 participants ont fait une semaine de diète très faible en glucides et une semaine de diète élevée en glucides. Et c'était aléatoirement une ou l'autre avant l'autre. Et en gros, ce que cette étude-là nous montre, c'est une courte étude, on parle d'une semaine. Ce que ça montrait, c'était donc j'ai repris le tableau de l'étude ici. Ce que ça vous montre, HCD, c'est High Carb Diet, donc élevé en glucides. LCD, c'est la Very Low Carb Diet, la diète cétogène qu'on pourrait appeler. Et donc, ce que ça vous montre, c'était, par exemple, un temps dans la cible un peu plus élevé avec la diète très faible en glucides. Un peu moins de temps en hypoglycémie. Et si vous regardez dans le bas de la diapo, on parle des besoins en insuline. Et ce que vous voyez, c'est que c'est pratiquement moitié moindre en besoin d'insuline, mais ce changement au niveau de l'insuline n'était pas du tout au niveau de l'insuline basale. Donc, le changement des besoins d'insuline sur une semaine était vraiment lié au changement au niveau des bolus d'insuline. Donc, ça nous donne une indication qu'à très court terme, quelqu'un qui s'en va vers une diète très faible en glucides ne va pas nécessairement ajuster sa basale, mais va vraiment réduire en fonction de son ratio, va réduire sa quantité d'insuline pour les repas. Tu peux avec la prochaine. Une des choses qui a été testée dans les diètes très faibles en glucides, donc chez ce même groupe-là de participants qui ont fait une semaine de diète élevée en glucides ou faible en glucides, ça a été de tester la réponse du glucagon comme traitement à l'hyposévère, par exemple. Et donc, ce que le graphique vous montre ici, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris chaque participant au bout de la semaine, ils les ont mis à la limite de l'hypoglycémie. Donc, ils ont descendu leur glycémie autour de 4 et ils ont testé la réponse du glucagon quand ils l'injectaient. Et donc, ce que le graphique vous montre, les points plus foncés qui s'élèvent un peu moins, c'est la réponse du corps si la personne suivait une diète très faible en glucides. Et donc, ce que ce graphique vous montre, c'est que si jamais quelqu'un était sur une diète type cétogène, le glucagon ne semble pas répondre aussi efficacement que si vous avez une diète plus élevée en glucides, ce qui fait du sens si on dit que les réserves en glycogène qui est la source de glucose de notre corps sont amoindries dans un contexte de diète cétogène. Et le glucagon ne permet pas de répondre rapidement pour faire réaugmenter le niveau de glucose dans le sang. Donc, c'est ce que ce graphique-là montrait. Donc, il y avait besoin d'une deuxième dose un peu plus élevée, un peu plus tard, pour faire remonter la glycémie un peu plus haut. Donc, il n'y a pas énormément d'études qui ont évalué ça, mais cette étude-là vous montre qu'il y a peut-être un risque au niveau de la sécurité si jamais quelqu'un est sur une diète cétogène ou très faible en glucides. Tu peux aller pour la prochaine diapo. Votre équipe médicale va probablement aussi être un peu va probablement questionner un peu le risque sur la santé cardiovasculaire des diètes très faibles en glucides. Puis là, par santé cardiovasculaire, on peut regarder plusieurs choses. Là, ici, on peut regarder l'impact que ça peut avoir sur les lipides sanguins. On peut aussi regarder l'impact que ça peut avoir sur le poids. Généralement, quand on demandait aux gens pourquoi ils suivaient une diète cétogène, la raison principale au départ, c'était parce qu'ils voulaient réduire la médication, avoir des meilleures glycémies. Ils se rendaient compte qu'un effet secondaire était la perte de poids. Quand on va vers une diète secondaire, une diète cétogène qui coupe un peu la faim due à la quantité de gras qui est dans la diète, entre autres, il a souvent été noté une perte de poids qui n'est pas nécessairement plus grande qu'une autre
diète très restrictive, mais la diète cétogène est souvent associée avec une certaine perte de poids. Et donc, l'étude de Nielsen dont je vous parlais un peu plus tôt, donc les 48 personnes qui étaient enrôlées dans cette étude-là, ont montré qu'il y avait une certaine perte de poids avec la diète faible en glucides. Donc, dans ce groupe-là, c'était à peu près 2,5-3 kilos qu'ils avaient perdu après 3 mois. Par contre, à 4 ans, il n'y avait plus nécessairement de bénéfices sur le poids qui avait été maintenu. Donc, on parle d'une perte de poids à plus court terme, mais à 4 ans, il y avait aussi une moins grande adhérence à cette diète faible en glucides-là. Sur l'essai de Krebs que je vous ai parlé, qu'il y avait juste 5 personnes dans chaque groupe, on n'a pas vu de différence à 12 semaines, mais encore là, le groupe était très petit. Pour ce qui est des effets sur les lipides ou la pression artérielle, les effets sont très mixtes et chaque étude tend à démontrer un peu, ont des résultats un peu conflictuels. Donc, on n'est pas capable en ce moment, dû au très faible nombre d'études et au très faible nombre de participants dans ces études-là, de mettre des conclusions sur les lipides sanguins. Donc, si tu vas à la prochaine diapo, on a un petit tableau un peu résumé des diètes très faibles en glucides. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que au bout d'une semaine, l'étude de Rajan ou l'étude de Leonard, c'était l'étude observationnelle des gens qui étaient sous la diète cétogène depuis plus de 2 ans. Le cholestérol total semblait être un peu plus élevé. Ils ont noté aussi une augmentation du LDL, mais qui n'était pas notée dans une étude plus récente que je ne vous ai pas présentée, mais qui est un peu similaire, de très courte durée, qui notait pas nécessairement de changement au niveau du LDL. Donc, on n'a pas de résultats clairs sur quel serait l'impact de ce changement d'alimentation sur les lipides sanguins. Donc, je n'ai pas de bonne conclusion pour vous à ce niveau-là. Par contre, c'est probablement quelque chose que vous voulez monitorer avec votre équipe de soins. Donc, si on va sur la prochaine diapo, ce qu'on veut vous présenter ici, moi et Maud, parce qu'on trouve que cette étude-là nous parle beaucoup. C'est pas récent, ça date de 2013 et c'était pas dans le diabète de type 1. C'était dans le diabète de type 2 ou l'obésité. Mais ça vous montre juste la difficulté de faire des études sur les diètes faibles en glucides ou les diètes cétogènes. Et donc, c'était une revue systématique où ils avaient fait une méta-analyse et en fait, ils nous présentaient les études qu'ils avaient mis. Donc, c'était des études un peu plus long terme, donc 12 mois, 24 mois de diète dite cétogène, donc très réduite en glucides. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que souvent, dans la littérature, soit ils ne rapportent pas ce que les gens consomment réellement. Donc, c'est difficile de faire le lien entre est-ce que c'est vraiment la diète qui amène les résultats cliniques ou quand on regardait qu'est-ce qu'ils avaient mangé, ce qu'on se rendait compte, c'est que ce n'était plus des diètes cétogènes comme un peu les définitions qu'on vous a montrées au début qui peuvent amener les gens en cétose. Donc, si vous regardez, on parle de diète avec 38, 33, 40 de l'énergie sous forme de glucides. Donc, on parle même pas toujours de diète qui serait faible en glucides. Et donc, ça nous montre un peu que même si on randomise les gens dans une diète cétogène, qu'on essaye de suivre, l'adhérence aux diètes n'est pas toujours facile. Et dans un contexte de recherche, on essaye d'aller chercher des évidences pour être capable, après ça, de donner des lignes directrices claires. C'est vraiment pas toujours facile avec ce type de diète-là. Donc, je pense qu'ici, ça vous montre un peu aussi la difficulté d'adhérer à des diètes un peu plus restrictives. Maud, je te laisse. Ah oui, là, en fait, oui, merci. Et comme vous le savez, vous faites partie du registre Better. Avec le registre Better, on est allé chercher beaucoup d'informations par rapport à votre vécu avec le diabète. Et on a eu 2 étudiantes à la maîtrise qui ont fait un excellent travail, en fait, de regarder l'alimentation des gens qui avaient répondu à notre appel de 24 heures. Donc, les gens qui répondaient au 3e questionnaire du registre, on leur envoyait un lien pour faire un rappel de 24 heures automatisé pour nous dire qu'est-ce qu'ils avaient mangé, qu'on ait une idée globale de l'alimentation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces gens-là et on les a mis en 4 groupes en fonction de leur rapport en macronutriments. Donc, on est allé le quartile 1, qui est un groupe où il y aurait un apport beaucoup plus faible en glucides. Donc là, vous voyez, le quartile 1, c'est des gens qui mangent à peu près
30% de leur énergie sous forme de glucides. Donc, on est dans le low carb ici, soit à peu près 160 grammes de glucides par jour. Et on dit 10 grammes de fibres par 1000 calories, donc à peu près 20 grammes de fibres par jour. Et dans le quartile 4, ce serait les gens qui auraient une alimentation plus grande en glucides. Donc, on parle d'à peu près 55% de l'énergie sous forme de glucides. Et donc, on est allé regarder, donc c'est vraiment observationnel, en fonction de ce que les gens nous rapportent manger, en fait, certains marqueurs de contrôle glycémique. Et donc, sur la prochaine diapo, ce qu'on va vous montrer, c'est quelle était l'hémoglobine glyquée des gens en fonction de leur rapport alimentaire. Donc, dans le registre Better, les gens on a des gens qui rapportaient une alimentation qui était faible en glucides. Il y avait à peu près 40% d'entre eux qui nous rapportaient avoir une hémoglobine glyquée en bas de 7. Quand on compare avec les autres quartiles, c'est presque le double en fait. Donc, on avait plus de gens qui nous rapportaient avoir une hémoglobine glyquée dans les cibles. Si on avait une alimentation un peu plus faible en glucides. Au niveau du LDL cholestérol, des autres lipides sanguins, on ne voyait pas nécessairement de différence. Ça a été mesuré parmi ceux qui nous avaient envoyé leur dernier labo via le carnet Santé Québec. Donc, on note qu'on a une plus grande proportion de gens qui nous rapportent une glycémie dans la cible, une hémoglobine glyquée dans la cible. On a aussi questionné par rapport à l'expérience avec l'hypoglycémie. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas nécessairement plus d'hypoglycémie dans ce groupe-là que dans les autres. Pas nécessairement plus d'hypoglycémie nocturne non plus. Par contre, il y avait moins de... C'était pas le groupe où il y avait le plus de participants qui avaient déjà expérimenté une hypoglycémie sévère. Donc, ça, ce que ça nous a dit aussi, c'est que potentiellement, que les gens qui ont expérimenté une hypoglycémie sévère dans le passé ne veulent pas nécessairement aller dans des extrêmes, peut-être. On ne sait pas. Tout ça, ça nous génère des hypothèses qu'il faudra confirmer dans le futur. Mais en gros, ce que ça nous disait, c'est qu'on voyait une plus grande proportion de gens avec des glycémies dans la cible sans nécessairement avoir d'autres effets sur la santé, sur les marqueurs cliniques de santé. Et donc, je pense qu'on va essayer de conclure puis d'ouvrir sur vos questions après. Donc, Maude, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on a présenté aujourd'hui? Oui, bien, en fait, je pense que si on fait aussi le lien avec cette diapositive-là, c'est toute une question aussi de choix. Hein? Souvent, les études, quand on regarde des gens qui ont fait le choix de faire, cette alimentation-là versus un contexte où on va peut-être, où on n'a pas le choix, où on le fait, mais sans avoir le choix, mais je pense que ça a un grand impact aussi sur la personne. Il existe de nombreuses évidences des bienfaits des diètes faibles en glucides dans le contexte du diabète de type 2 ou du surpoids et de l'obésité, mais peu d'évidence dans un contexte de type 1. Puis souvent difficile de tenir une diète sur une longue période de temps. Ça, je pense qu'un peu ce que tu démontrais dans l'étude, justement, c'est rare qu'on va avoir des études qui vont aller au-delà de 2 ans pour vraiment savoir l'impact que ça a sur plus de 2 ans et aussi au niveau de l'adhérence des gens à cette diète-là sur plus de 2 ans. Je pense que ça vient refléter peut-être par ce défi-là qui va être associé avec une diète ou une façon de manger qui est peut-être un petit peu plus restrictive. Donc, c'est important, je pense, à prendre en considération. Puis aussi, bien, une fois que la personne arrête cette diète-là, donc se remet à remanger des glucides, bien, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il va y avoir un regain de poids. Parce que techniquement, en fait, quand on cesse de prendre des glucides et qu'on épuise les réserves de glycogène, souvent, il y a des molécules d'eau qui sont attachées à ce glycogène-là et souvent, il va y avoir également une perte d'eau. Une perte de poids parfois, mais aussi une perte d'eau. Et souvent, quand on remange des glucides, on refait cette réserve de glycogène-là, bien, on va reprendre un peu ces molécules d'eau-là et qu'on peut voir un changement au niveau du poids. Bien, naturellement, il y a plusieurs choses à considérer quand quelqu'un veut faire cette diète-là. Naturellement, quand
c'est la santé de la personne. Parfois, la personne peut avoir d'autres conditions de santé à considérer lorsqu'on regarde la façon de s'alimenter. Donc, je pense que c'est important, un peu comme on disait, hein, d'y aller de façon très individuelle. Aussi regarder au niveau des compétences et des connaissances de la personne par rapport à cette façon de s'alimenter-là. Il y a des aspects très physiques et économiques. Dans le fond, il y a des coûts associés aussi à cette façon de s'alimenter-là. Puis, je pense que de regarder aussi au niveau de la qualité de vie, selon ce qu'on avait vu, selon certaines études, il y avait un bénéfice au niveau de la qualité de vie de faire cette façon, de s'alimenter de cette façon-là. Mais peut-être que pour d'autres personnes, surtout quand on parle d'un concept de choix versus de un peu se faire imposer une façon de manger, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ta qualité de vie. Si pour toi, c'est quelque chose que tu sens que tu es imposé et que ça te limite, mais ça va affecter négativement ta qualité de vie. Donc, c'est une question aussi de faisabilité et de durabilité, un peu ce qu'on disait, hein, sur le long terme. Est-ce que c'est possible de continuer de s'alimenter de cette façon-là sur le long terme? Puis toute la question de perception sociale et culturelle, quand on veut manger à l'extérieur, avec des amis, ça vient rendre les choses un petit peu plus difficiles. La perception aussi des autres par rapport à cette alimentation-là peut rendre le tout difficile. Donc, je pense que ça a fait un bon résumé que c'est plus que juste dire qu'on veut suivre une diète. Je pense qu'il faut vraiment penser à c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos désirs, c'est quoi qu'on pense qu'on est capable de suivre, c'est quoi les risques associés pour que chaque personne soit capable de balancer les potentiels bénéfices, mais aussi les difficultés ou les effets secondaires qu'il peut y avoir avec une certaine alimentation. Et je pense qu'une des choses qu'on n'a pas nécessairement abordé, mais je pense que ça revenait un peu au point de la définition, c'est que je pense qu'il faut ouvrir le dialogue avec notre équipe de soins, entre autres, sur dire quand on dit on a une diète faible en glucides ou une diète cétogène, de quoi on parle? C'est quoi réellement qu'on fait? Est-ce qu'on la fait de façon très stricte, un peu comme une diète cétogène médicale dans un contexte d'épilepsie où on se permet un peu plus de souplesse? Si je prends l'étude que je vous ai présentée, l'étude observationnelle d'enfants, adultes, avec le diabète de type 1 qui l'avait suivi pendant plus de 2 ans et qu'il y avait un groupe, eux, ils se permettaient, ils disaient, je la suis 5 à 6 jours par semaine. Donc, ils ne la suivaient pas nécessairement de façon très stricte. Ils se permettaient une certaine souplesse. Probablement que c'était leur façon à eux d'y adhérer à un peu plus long terme. C'est quoi les conséquences de peut-être d'être fluctuer un peu plus dans notre alimentation ou pas. Ça, on n'a pas de réponse pour vous, mais ça montre encore là que c'est le choix d'une diète est individuel, en fait. On a des lignes directrices pour nous guider. On a des évidences dans la littérature sur une diète méditerranéenne, par exemple, dans le contexte de maladies cardiométaboliques, de diabète de type 1, les bénéfices que ça peut avoir sur la santé, pas juste sur la glycémie, mais d'autres la santé plus générale. Donc, c'est toutes des choses que vous devez pouvoir prendre en ligne de compte. Diabète Canada a mis une position en disant on veut individualiser les approches, on veut permettre aux gens de choisir celles qui s'adaptent le mieux à eux et les diètes faibles en glucides, les diètes cétogènes pourraient être une avenue. Nous n'avons toutefois pas assez d'évidence scientifique, comme je vous ai montré aujourd'hui, pour soit en faire la promotion ou dire que c'est ça qu'il faut, ou pour savoir exactement c'est quoi les effets secondaires ou les risques qu'on doit mesurer. C'est pas clair encore. La science n'est pas encore à un point où elle est capable de nous indiquer exactement ça serait quoi les conséquences. Est-ce que on avait une autre diapo? Je pense que c'était la dernière. Ça nous ramène en fait à ce qu'on vous disait un peu au début. Oui, toutes les avenues sont possibles, mais c'est individualisé. Et je pense qu'il y a eu plusieurs questions en fait pendant qu'on parlait qui se sont rajoutées. Puis je pense qu'on peut peut-être en regarder quelques-unes ensemble. Donc, on peut peut-être revenir à la base. Donc, si on disait une diète cétogène, ça va enlever plusieurs nutriments.
Maud, peux-tu nous parler un petit peu, en fait, de est-ce qu'on doit prendre des vitamines ou des minéraux ou des suppléments quand on va dans des diètes plus faibles en glucides? Oui, ben en fait, c'est ça. Hein, comme, ben là, faible en glucides versus, tu sais, encore là, tout dépend qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, je pense que tu l'as très bien dit, c'est d'évaluer c'est quoi exactement, de quoi la personne parle. Est-ce qu'on a le même langage? Quand on parle d'une diète cétogène, est-ce que dans la tête de la personne, c'est réellement la diète qui va favoriser la production de corps cétonique, puis être super riche en gras, puis faible en glucides? Donc, si on regarde techniquement la diète cétogène, oui, on va vouloir faire des suppléments, on va vouloir s'assurer de prendre des suppléments. Parce qu'en fait, la diète cétogène classique, c'est vraiment riche en gras, puis il y a beaucoup de groupes d'aliments qu'on coupe. Fait qu'en fait, on a de la difficulté à combler toutes les vitamines et les minéraux avec l'alimentation seule. Fait qu'on n'a pas le choix, en fait, d'aller vers un supplément. Ça dépend vraiment du type de restriction que vous vous donnez. Donc, si on est Exactement. si on est moins restrictif, on est plus dans la faible en glucides versus la cétogène, le besoin en vitamines suppléments peut être un peu différent. Par contre, si vous allez dans une diète très restrictive, il y a probablement besoin d'avoir prise de vitamines en supplément. Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est ça, c'est quelque chose à... Oui, on voit peut-être que de réduire les glucides peut être une stratégie, mais de là à aller, est-ce qu'on a besoin d'aller vers une extrême comme ça? Je pense que c'est une bonne question à se poser, tu sais. Puis c'est là que c'est très individuel aussi selon la personne. Exactement. Je pense qu'on a montré, entre autres, les résultats sur la glycémie. On a des résultats positifs avec une diète faible en glucides qui n'est pas nécessairement cétogène. Ça dépend vraiment de l'objectif de la personne derrière pour aller adhérer à une diète plutôt qu'à une autre. J'ai vu qu'on a plusieurs questions par rapport aux injections d'insuline. Donc, il y avait des questions par rapport aux besoins. Donc, il y avait une question si on prend un régime, est-ce qu'on doit réduire nos doses d'insuline? Est-ce qu'on doit, on a parlé que les protéines se changeaient en glucose à un certain point. Est-ce qu'on doit donner de l'insuline pour les protéines? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Donc, comment tu vois la gestion de l'insuline quand on s'en va dans des diètes plus faibles en glucides? Oui, c'est une super bonne question. Puis je pense que ben, c'est sûr que de pouvoir avoir une option où on vient ajuster l'insuline en fonction de la quantité de glucides consommés peut être aidant. De faire des réajustements, donc d'abaisser, par exemple, si on est sur des échelles, d'abaisser les échelles d'insuline si on vient réduire les glucides, ou sinon d'avoir l'option des ratios insuline-glucides pour tout simplement avoir cette flexibilité-là dans le calcul de l'insuline en fonction de ce Il y a un qu'on certain ajustement qui va se ouais. faire juste en fonction de de la quantité de glucides que vous allez manger. Vous allez vous injecter moins d'insuline. Puis je Exactement. pense que les études nous montrent qu'à court terme, c'est vraiment ça. C'est votre bolus d'insuline au repas qui va être moindre parce que vous consommez moins de Ouais. glucides. Le ratio de protéines n'augmente pas nécessairement. Donc, on n'est pas nécessairement en train de donner de l'insuline pour les protéines. Ça se pourrait. Quelqu'un qui augmente sa quantité de protéines pourrait peut-être avoir besoin de bolusser un peu pour les protéines. Les études à ce niveau-là sont... Il y a beaucoup moins d'évidence sur c'est quoi les besoins d'insuline pour l'alimentation complète. Ce qu'on sait, c'est que c'est les glucides qui est le principal nutriment qui affecte la glycémie. Et donc, c'est pour ça que le ratio est vraiment sur les glucides insuline. Il peut avoir des besoins pour les protéines si on a un repas très important en protéines, mais quand on est dans un contexte de diète cétogène, par exemple, on ne s'attend pas à une alimentation plus importante en protéines. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin de donner de l'insuline pour les protéines? Peut-être pas. Peut-être. Je pense que ça va être vraiment au niveau de l'individu de le mesurer, en fait. Puis, tu sais, quand on y pense, que ce soit en lien avec une diète faible en glucides ou cétogène, peu importe, chaque personne s'alimente de façon différente. Fait que ça nous ramène au point que c'est de toute façon normal de devoir faire un ajustement individualisé, peu importe la façon de s'alimenter, au niveau de l'insuline. Tout à fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est si, par exemple, vous avez un peu de résistance à l'insuline, peut-être vous avez un surpoids, une obésité, et là, vous perdez du poids avec un changement d'alimentation, que ce soit via une diète faible en glucides,
ça va être quoi l'ajustement d'insuline que vous allez avoir à faire? Est-ce que c'est votre insuline basale? Allez-vous devenir plus sensible à l'insuline que vous l'étiez avant? La science ne peut pas vous le dire actuellement et là, ça reste du cas par cas. Puis c'est là, d'où l'importance de parler avec votre équipe de soins si vous avez besoin d'aide pour ajuster vos insulines. Mhm. Il y avait une question par rapport à combien de temps ça prend pour tomber en état de cétose si on suit des diètes cétogènes. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Est-ce qu'à une semaine, c'est assez pour être en état de cétose? Mais en fait, là, moi, je vais parler dans un contexte quand on fait la diète Médicale. cétogène plus médicale, puis là, c'est pas dans un contexte de diabète. Je ne l'ai jamais fait dans un contexte de diabète. Mais en fait, ça va varier parce que c'est une façon de s'alimenter qu'on va inclure, qu'on va progresser. Donc, on fait on ne fait pas drastiquement, fait que ça peut prendre quelques semaines. Mais fait que ça va varier. Une chose est sûre, c'est que si après 3 mois, on n'a pas de bénéfice, on va souvent arrêter. Mais ça peut varier. Ça dépend du niveau de progression parce que c'est quand même, ça peut être assez restrictif. Donc, des fois, on va progresser très doucement. Et en fait, on peut atteindre un état de cétose en quelques jours. Donc, oui, une étude sur une semaine, si la diète a été, s'il y a eu une très grande adhérence à la diète, en fonction aussi de chaque personne est un peu différent par rapport à sa capacité de tomber en état de cétose. Mais oui, en une semaine, on pourrait être dans un état de cétose. Ça peut aller relativement rapidement. Il y avait une autre question par rapport au foie, en fait. Les conséquences potentielles pour le foie avec la diète cétogène. Oui, on parle d'une diète très riche en gras. On pourrait dire que c'est pas nécessairement idéal pour le foie. On parle aussi d'une diète qui va demander au foie de produire des corps cétoniques, donc qui va être très sollicité. La diète cétogène a été aussi regardée dans des contextes de foie gras. Et ça a été une avenue, c'est une avenue qui est sous étude, en fait, comme un des traitements pour des foies gras. Donc, l'impact sur le foie, je ne pourrais pas vous en parler comme tel. Je pense qu'en fait, dans certains contextes, ça pourrait potentiellement aider en fonction de si vous avez une certaine pathologie au niveau du foie ou non. Donc, l'impact au niveau du foie, je ne peux pas nécessairement vous en parler, mais définitivement quelque chose que vous allez vouloir suivre. Je pense qu'il nous reste 2 ou 3 minutes. J'avais vu une autre question que je la retrouve plus. OK. Il y avait des questions aussi. Il y avait des questions qui demandaient est-ce qu'on peut l'alterner, faire ça une semaine sur 2 ou des choses comme ça. Il y avait des questions par rapport à ça. Parce que je pense que ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie de faire ça. Puis, il y avait cette question-là à savoir est-ce qu'on peut la faire de façon alternée. Et toi, ton avis comme diététiste qui suit des gens avec le diabète de type 1 dans ta pratique? Oui. Mais c'est sûr, tu sais, à la base, quand quelqu'un m'approche et me parle qu'il veut changer son alimentation pour réduire les glucides ou qu'il me parle de diète cétogène, c'est ça, j'essaie souvent de comprendre l'objectif derrière ça. Parce que souvent, c'est qu'il y a une problématique qui est identifiée, il y a un désir, il y a un objectif en tête. Fait que d'essayer de comprendre c'est quoi cet objectif-là, puis cette problématique-là, que la personne identifie, puis de voir si, en fait, de peut-être discuter de différentes solutions qu'on peut envisager, qu'on peut essayer. Pour moi, la gestion du diabète, la gestion nutritionnelle du diabète, c'est un peu comme une boîte à outils. On essaie d'avoir plusieurs outils à notre disposition. Puis oui, de peut-être travailler à réduire les glucides peut être un outil. Mais si c'est le seul outil qu'on a et qu'on sait utiliser, bien, des fois, ce n'est pas l'outil qui va être le plus idéal dans toutes les circonstances. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller discuter de différentes options. Fait que, de le faire. Donc, comme je disais, ça peut être un outil. Maintenant, de le faire en alternance, bien, j'essaie de comprendre pourquoi. Puis surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on le fait en alternance, c'est peut-être parce qu'on est ambivalent, on n'est pas sûr, on sent que ça peut être difficile. Et de faire une alimentation qui est assez restrictive peut parfois amener un sentiment de manque
de frustration aussi par rapport à ça. Puis quand on arrête cette alimentation-là, bien, des fois, on peut voir qu'on a peut-être on pourrait avoir des comportements compensatoires. T'sais, là, on sent qu'il faut faire le plein un peu de glucides dans cette période où on a droit aux glucides en prévision de retomber dans la période où on ne peut plus manger de glucides. Fait que le comportement aussi, la relation avec la nourriture peut en être affectée. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir cette discussion-là et donc de comprendre c'est quoi l'objectif puis de voir si on ne peut pas juste avoir plusieurs solutions, plusieurs options plutôt que d'avoir juste cette option-là si on sent qu'on n'est pas sûr qu'on a le goût de le faire tout le temps. C'est correct aussi de sentir qu'on a le goût de le faire tout le temps. Tout à fait. Je pense que ça nous ramène encore au choix de la diète, au pourquoi, au comment choisir la meilleure option pour soi. Puis de votre relation thérapeutique avec votre équipe de soins, je pense que c'est un autre critère bien important à considérer avec le choix d'une diète. Je pense que ça va conclure pour aujourd'hui notre présentation. Et je sais que généralement, vous avez toujours beaucoup de questions par rapport à l'alimentation. On prévoit d'autres webinaires dans les prochains mois. Et je pense que peut-être si tu tournes d'une slide, Maude, on a les prochains webinaires. Le prochain webinaire est sur la santé mentale et le diabète de type 1, mais on a aussi d'autres webinaires sur l'alimentation qu'on prévoit pour 2022. Donc, on est déjà à prévoir notre prochaine année. Donc, j'espère que vous allez rester impliqués dans le programme Better, le projet Better. On apprécie votre dévouement et c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous. Merci.